Standard, vraiment, c'est dur. Hein. C'est une purge, hein. C'était une purge ce match. C'était lamentable. C'était au niveau d'une P4, avec tout le respect que j'ai pour la P4. Elle est là, hein, cette équipe. On va montrer à la caméra, elle est 6ème. Hein. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est le dernier de l'année, les amis. C'est l'épisode bilan. Et évidemment, c'est avec un très très grand plaisir que je retrouve comme d'habitude Xavier, Thomas et Quentin pour aborder tout simplement les joueurs qui nous ont le plus marqué, les événements aussi qui nous ont marqués. Comme d'habitude, n'hésitez pas, le like c'est hyper important et abonnez-vous. Et aussi, on vous invite à aller télécharger la nouvelle application Unibet Expert. Il y aura des quiz, il y a de l'actualité. Vous pourrez bientôt retrouver également notre émission dans cette application. Ballyman, l'émission des amis Alexandre Mestag notamment et Gilles Mbeya qui font ça très très bien, parler du football pas très sérieusement mais en se prenant pas au sérieux. Ça va être en tout cas une très très belle année. Merci à vous comme d'habitude pour votre fidélité. Je voulais démarrer de manière un peu spéciale parce qu'on n'aura pas trop l'occasion d'en parler dans cette émission et je voulais faire 10-15 minutes comme ça avec vous messieurs autour de la Coupe d'Afrique des Nations qui est une compétition qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. On voit aussi des joueurs qui sont de plus en plus forts dans cette compétition. Et pour ce faire, eh bien, je vais vous demander tout simplement votre favori, votre surprise et le joueur à suivre. Mais juste avant ça, on va écouter un spécialiste de la chose, du football africain. Tom Saintfiet, sélectionneur du Mali, répond à ces trois questions. Le favori, la surprise et le joueur à suivre. Bonjour. On est quelques jours avant le CAN. Pour moi, le grand favori, c'est Maroc qui organise le tournoi. Qui a une très bonne équipe et qui a prouvé quelque chose au Coupe du Monde en 2022. Ils sont les grands favoris, mais naturellement, il y a beaucoup des autres pays qui peuvent gagner ce titre. Pour moi, l'outsider pour le titre, c'est peut-être nous, Mali. On a une très bonne équipe et on va faire tout d'aller très loin dans le tournoi. On a confiance de notre équipe et peut-être le joueur qui peut être le surpris dans le tournoi, ça va être un Malien. Je peux pas dire quel nom, mais ça va être un Malien, 100%. Merci Tom d'avoir été avec nous. En tout cas, c'est un vrai plaisir, bien sûr, de toujours entendre Tom Saintfiet qui était venu l'année dernière pour parler à l'époque d'une sélection, celle de la Gambie, dont il était le patron, en tout cas le patron sportif. Bon, il met un des joueurs maliens comme joueur à suivre. Bon, forcément, il allait pas mettre un joueur marocain alors qu'il est sélectionneur du Mali. Ça biaise un peu son objectivité, mais sur la surprise, potentiellement, est-ce que le Mali peut créer quelque chose dans cette compétition, Quentin ? De toute façon, c'est la CAN, on le sait, il y a toujours beaucoup d'équipes surprises, beaucoup aussi de déceptions. J'ai l'impression qu'un peu tout le monde peut la gagner et c'est beaucoup le cœur, l'envie et j'ai l'impression d'avoir des guerriers et tout. Vraiment, ils ont un amour pour leur nation, pour leur pays qui est vraiment incroyable et qui est beau à voir. Donc, je trouve que il peut en avoir des surprises, mais il peut en avoir tellement comme il l'a si bien dit, il peut avoir beaucoup de surprises. Sur les joueurs à suivre, bon, forcément, je vais pas tout de suite rentrer directement dans la profondeur de l'analyse d'une CAN avec toi, Thomas, mais il y a beaucoup de Belgicains, il y a beaucoup de joueurs qui viennent du championnat de Belgique qui seront intéressants à suivre. Pour ceux qui aiment le championnat de Belgique, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on évoque la CAN aujourd'hui dans le Football Time. Est-ce qu'il y a un joueur que tu vas suivre, que tu pourrais suivre plus particulièrement ou que tu trouves intéressant, sur lequel tu pourrais dire justement à nos amis, à nos auditeurs, aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, ça peut être sympa de jeter un œil là-dessus. Bon, c'est un joueur déjà assez confirmé, mais c'est un joueur qui peut vraiment exploser, qui peut donner le titre à sa nation. Je pense à Bilal El Khanous. Je pense que c'est un excellent joueur qui progresse et qui a encore une marge de progression assez grande, donc je miserai sur lui. Alors, le joueur à suivre du côté de Thomas, c'est Bilal El Khanous. Xavier, avec toi, je vais plutôt aller justement sur plutôt les surprises potentielles. Tout à l'heure, on a entendu Tom Saintfiet parler du Mali. Toi, tu vas plutôt aller sur un autre pays de l'Afrique de l'Ouest. Ouais, moi, j'aimerais bien aller du côté de la RDC parce que je trouve que vraiment, ils montent en puissance depuis quelques années. Ici, pour les mêmes qualifs Coupe du Monde, ils ont éliminé le Cameroun, le Nigeria, qui restent deux grosses nations en Afrique. Donc, je pense que c'est aussi un signal fort de leur qualité. Et je pense qu'ils peuvent peut-être tirer leur épingle du jeu durant cette CAN. Petite question comme ça, est-ce que l'absence de Yohan Wissa privé de CAN par Newcastle
peut avoir une conséquence sur la compétition générale de la RDC? Non, je pense pas, parce que je pense qu'ils ont quand même un effectif assez complet et ils ont de quoi faire. Ça reste quand même un grand pays d'Afrique, pas plus petit sans manquer de respect à personne, où genre t'as certains joueurs qui sont absolument titulaires et t'as pas de backup entre guillemets. Ici, ils ont quand même pas mal de choix niveau RDC. Ouais, c'est intéressant, Quentin. Quand tu regardes un petit peu les favoris, forcément le Maroc c'est obligé. Il joue à domicile, on le rappelle. Cette compétition sera jouée sur les terres marocaines. L'effectif aussi. Et l'effectif est impressionnant. Ouais, il est impressionnant. Je pense que ce serait une grosse désillusion pour tout le peuple et pour tous les amateurs du football que le Maroc ne la remporte pas. Pour moi, ils sont vraiment l'ultime favori et de loin parce qu'ils ont un effectif, mais ils ont les joueurs à toutes les lignes. À toutes les lignes, c'est très fort. Et ils ont des joueurs sur le banc qui peuvent faire une énorme différence. Comme tu le précises aussi, ils sont à domicile. Après ça, je pense, ça peut leur rajouter une pression en plus du peuple marocain. Après, il y a l'Égypte qui est la nation qui en a gagné 7, je pense, qui a gagné le plus de CAN. On a Mohamed Salah qui va être assez revanchard, je pense, et qui va vouloir aussi montrer aux yeux du monde entier qu'il n'a pas sa place sur le banc, même si c'est un club de première ligue, il n'a pas sa place sur le banc et qu'il est encore au niveau. Et le fait justement qu'ils jouent à domicile, le Maroc, ça peut pas par exemple leur porter préjudice en termes de pression. Tu le disais tout à l'heure, le Sénégal n'aura pas ce problème. Exactement, c'est ça. Je pense que ça peut leur porter préjudice parce que je pense qu'il va avoir une pression affolante du peuple marocain et ça va être à double tranchant. Soit ça va les propulser, ça va leur donner encore des ailes, ou soit s'il y a un faux pas, ça peut les attendre un peu au tournant. Et pour moi, le joueur que j'aimerais bien observer dans cette équipe, c'est Ismaël Saïbari du PSV, qui je pense va passer un step, va se montrer. Exactement. Ouais. Ouais, qui peut aussi choisir pour la Belgique. Et qui je pense, Ismaël Saïbari va passer un step et va solliciter un transfert, parce qu'il est déjà très bon avec le PSV Eindhoven, 13 actions décisives en 16 rencontres de championnat, buteur 2 fois en Ligue des Champions également cette saison, et je pense que la CAN va pouvoir également aussi lui permettre d'aller chercher un plus gros transfert. Joueur formé du côté du KRC Genk, important de le souligner. Il est parti très tôt du côté du PSV Eindhoven, il a vraiment créé je dirais sa place. C'est un joueur aussi très physique, qui a un profil un peu atypique. Il peut vraiment jouer en 8, en 10, il est vraiment très polyvalent aussi et très très bon. Le joueur à suivre pour toi, Xavier? Moi, c'est Yann Diomandé, l'attaquant du côté de Leipzig, l'Ivoirien. Je trouve qu'il fait un bon début de saison et on va voir de quoi il est capable dans une compétition internationale. Ouais, ce serait intéressant. Donc du coup, si je vous écoute bien, on pourrait partir parce que la Côte d'Ivoire a gagné la CAN la saison dernière, donc ou plutôt la CAN 2024. Donc est-ce que on pourrait avoir par exemple une finale Côte d'Ivoire-Maroc Je connais pas le tableau, mais moi je pense que la Côte d'Ivoire est un des favoris. Surtout quand tu vois ce qu'ils ont fait en qualif de Coupe du Monde, tu vois. 10 matchs, 25 buts, 0 but encaissé, donc défensivement ils sont costauds, alors qu'on sait que la zone Afrique c'est pas toujours facile en qualif Coupe du Monde. Donc, faut pas les oublier quand même. Hein. Mais on voit encore que dans tous les groupes, il y a parfois des petites polémiques au sein des équipes. On a parlé de Wissam, mais forcément, on peut pas ignorer la polémique Nicolas Pepe, mis de côté par sa sélection pour des propos qui avaient été considérés relativement out of the line, je dirais ça comme ça. Notamment pour avoir dit que son gardien était pas ivoirien mais burkinabé. On sait les guerres qu'il y a eu entre les différentes nations, donc forcément ça a mis un peu de difficulté dans le discours général. Est-ce que ça peut jouer, tu penses, Xavier, sur cette compétition, ce petit problème qu'il y a eu et le fait d'avoir mis simplement de se passer de Nicolas Pepe dans le collectif? Je pense justement ça peut même aider peut-être encore plus le groupe justement pour Nicolas Pepe aller peut-être chercher cette deuxième CAN consécutive. C'est vrai que pour lui c'est triste parce que c'est des mots certainement il aurait peut-être pas dû les dire, mais bon après on sait que c'est en direct, il est franc quoi. C'était pas en direct, hein, c'était une vidéo d'un youtubeur. Hein. Oui, mais je pense qu'ils l'ont diffusé sans qu'ils la regardent, tu vois, donc... Il n'y a pas eu de contrôle, effectivement, en termes de communication. Après, ils l'ont suivi pendant 72 heures. Quand tu suis pendant 72 heures... Même quand ce qu'il a dit avec le Maroc et tout, qui a fait beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. Qui n'est pas faux, fondamentalement. La dernière fois que la CAN a gagné, que le Maroc a gagné la CAN, c'était très... Oui, c'est ça, exactement. Mais on sait comment ça peut aller sur les réseaux sociaux et tout. Après, c'est un éternel débat. Il y en a plus en plus de créateurs de contenu qui vont faire ces 24 heures de nuit avec un joueur et tout. Ben, ça permet de rentrer dans l'intimité du joueur. Donc, est-ce que le joueur doit ne pas dire ça ou est-ce qu'il doit avoir un contrôle? Je pense aussi pour justement de ceux qui vont tourner. Je pense que c'est déjà très gentil aux joueurs d'accueillir les équipes comme ça. Je pense il y a des moments où tu dois aussi réfléchir, de dire ouais, ça c'est peut-être bien qu'on le garde entre nous, qu'on le mette pas sur les réseaux parce que ça peut porter préjudice aux joueurs. Et ce qui a été le cas. Dites-le nous, hein, bien sûr. Quel est votre favori pour la Coupe d'Afrique des Nations? Dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. On le fait chaque semaine et on continuera à le faire concernant cette Coupe d'Afrique des Nations. Bon, back to the JPL, les gars.
Et forcément, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées ces dernières semaines. Et je le disais à Quentin il y a pas plus tard que ce matin, c'est chouette parce que quand on fait les émissions le mardi, on a toujours des grosses actualités le lundi. Ça fait 2 semaines d'affilée, on a du jus et donc il y a d'autres contenus qui viennent se rajouter. Bon, le premier évidemment, c'est assez clair, c'est le limogeage, encore un limogeage du côté de la JPL de Thorsten Fink. Est-ce qu'à un moment donné, le groupe était arrivé dans une fin de cycle, Thomas? Ouais, je pense bien parce que ça faisait 1 an et demi qu'il était là. Je trouve que c'est plutôt pas mal de Genk aussi de pas l'avoir viré direct parce qu'ils ont quand même attendu, ils lui ont redonné quelques chances. Donc je trouve ça plutôt admirable comparé à d'autres clubs qui sont, qui virent des entraîneurs assez rapidement. Je pense notamment au club de Bruges. Mais je trouve que ouais, c'était le bon moment pour se séparer de lui et de recommencer quelque chose de nouveau parce qu'on sent que l'équipe de Genk n'est plus forcément derrière son coach. Ouais, tout à l'heure, on en parlait, notamment j'en parlais avec Xavier. Xavier, tu me disais, on sent que cette équipe, elle arrive un peu à bout de souffle. Elle a été en grande difficulté dans le jeu face à une équipe comme Westerlo, alors que normalement, la grande qualité du KRC Genk, c'est son emprise dans le jeu, sa capacité justement à avoir une belle possession de balle et également une domination. Ouais, clairement, mais je trouve que depuis le début de la saison, Genk, c'est comme, on va dire, comme ce week-end, ça joue pas forcément très bien. Ils ont plus la domination sur le terrain comme ils avaient auparavant. Ils marquent moins facilement. Enfin, j'ai l'impression que le problème, c'est que l'année passée, tout fonctionnait bien. Ils avaient Toulouse, chaque centre, c'était goal. Cette année, ils doivent trouver d'autres solutions. Ils les trouvent pas forcément et c'est compliqué. C'est pour ça que ça tourne pas. Et je sais pas si c'est à cause du coach ou autre, mais c'est clair que Genk, ça tourne pas et il devait y avoir un changement. Et malheureusement, virer toute une équipe, tu sais pas. Donc, il y a un moment, c'est le coach qui doit sauter. Donc ça veut dire que cette équipe avait besoin d'un électrochoc, fondamentalement. C'est une bonne décision de la part de la direction. Ouais, c'est une bonne décision. Même si j'aime bien l'entraîneur et que c'était un super bon choix au départ. Ça fonctionne plus, tu le sens. Il y a moins de créativité, moins de fluidité dans le jeu. Même il y a eu pas mal de blessés aussi, donc faut faire en fonction de ces blessés aussi, malheureusement. Mais tu sens que l'équipe a besoin de quelque chose de nouveau. Et alors pour apporter ce quelque chose de nouveau, moi je vous arrive comme d'habitude avec des informations. Il y a plusieurs profils qui ont été proposés. On a parlé évidemment dans la presse, on l'a lu, le profil de Nicky Hayden a été présenté. Bon, après chacun fera ses choix, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Il y a également eu les profils de Mark Van Bommel et de Ruud van Nistelrooy. Si je dois vous demander votre favori entre les trois, qui est-ce que vous préférez? Est-ce que vous choisissez Ruud van Nistelrooy? Est-ce que vous choisissez un ex-champion de Belgique du côté de l'Antwerp Football Club avec Mark Van Bommel, ou alors on va sur Nicky Hayden qui lui aussi est un ex-champion de Belgique, Thomas? Plutôt Nicky Hayden quand même, c'est assez logique à mon sens, parce qu'il a quand même prouvé pas mal de choses du côté du club de Bruges, et pour lui ce sera aussi un moment pour prendre sa petite revanche entre guillemets en allant dans un autre club belge et justement prouver qu'il a vraiment les qualités pour être l'un des meilleurs, voire le meilleur entraîneur de Belgique. Quentin? Je dirais plus sur Van Bommel, qui a justement aussi prouvé au championnat belge avec une équipe comme l'Antwerp d'avoir été champion. Je pense que aussi il a aussi un peu plus de temps pour se préparer, alors que Nicky Hayden, c'est encore un peu trop chaud, c'est encore un peu trop chaud son aventure au club de Bruges. Donc j'opterais plus pour Van Bommel. En plus, il y a une tradition néerlandophone, quasiment hollandaise du côté de Genk qui peut être intéressante. Après, est-ce qu'en termes d'ego, on n'irait pas plus sur quelqu'un qui connaît déjà le championnat et qui va pas mettre justement toute sa personnalité au devant pour faire un peu, je dirais, union autour du groupe? Ruud van Nistelrooy, ça risque d'être le problème. C'est ça. Ouais. Après, le choix Hayden, c'est quand même assez compliqué aussi, je pense, parce que c'est un ancien Trudonner, donc Genk, Saint-Tron, c'est pas les meilleurs amis du monde. Il vient de Bruges aussi, donc c'est assez délicat. Ouais, c'est des amis. Après, Fink est aussi en Saint-Tron. Ouais, c'est vrai, c'est délicat. Ce serait quand même assez surprenant aussi, vu comme tu le dis, c'est assez récent son limogeage du côté du club de Bruges. Donc ce serait assez rapide, mais dans le foot tout va très vite, hein. On a eu la preuve ces dernières semaines, donc je serais pas forcément étonné. Mais comparé à Van Nistelrooy et Van Bommel, moi personnellement je trouve que le meilleur choix ce serait Hayden quand même. Donc à Genk, le problème c'était le coach, c'était pas les joueurs. Il y a suffisamment de qualité que pour pouvoir faire une belle saison du côté de Genk, Xavier? Ouais, je pense que les qualités elles sont là, ils ont un bel effectif, en tout cas une belle saison au niveau championnat belge. Après en Europe ça c'est encore autre chose, mais c'est vrai que niveau qualité ils les ont. C'est juste que je pense pour le moment la philosophie du coach tournait plus forcément, le groupe n'adhérait peut-être plus et malheureusement dans ce cas-là, comme je dis, il faut changer, il y a qu'une seule personne qui peut changer, c'est le coach, donc peut-être un nouveau coach avec des nouvelles idées, parce qu'au final ils ont d'excellents joueurs, mais le problème c'est que
faire un bon puzzle pour que tout prenne bien, c'est pas toujours évident, parce qu'il y a plein de joueurs qui doivent jouer, genre Stoiker, Scarezza, c'est plein d'autres, mais le problème c'est que tu les mets où tous ces joueurs, donc trouver le bon équilibre, c'est pas évident. Il va falloir trouver un coach qui arrive à trouver justement cet équilibre. C'est peut-être ça aussi la clé, Quentin. Mettre les meilleurs joueurs, les plus créatifs, dans les meilleures conditions. C'est ça le job de l'entraîneur. C'est pour ça qu'on va chercher un entraîneur spécifique du côté de Genk. Ah ouais, clairement, parce qu'il y a de la qualité. Hein. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette émission, Fink, j'aimais pas son style de jeu où il était vraiment buté sur Aroko Daré descendre, Aroko Daré descendre, Aroko Daré descendre. Et c'est là que je trouvais qu'il manquait un peu. Est-ce que c'est d'expérience, est-ce que c'est un peu de connaissance ou autre, je sais pas. Mais du fait, il n'arrivait pas à savoir adapter son style de jeu. Et ici également, il restait un peu dans les mêmes choses où il tentait pas un carré de sas à gauche, où il tentait pas d'autres choses. En fait, dès qu'il avait une idée, il restait buté sur cette idée et on l'a bien vu que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, effectivement. Donc, je retiens Nicky Hayen, le choix favori de Thomas. Mark Van Bommel, le choix favori de Quentin. Et Xavier, sur Van Bommel aussi. Tu partiras également sur Van Bommel. Bah, dites-le nous, hein, ça fait plaisir de, comme d'habitude, vous lire. Je le disais pour la CAN, je vais le dire aussi pour ce choix-là. Qui va remplacer Thorsten Fink? Qui doit remplacer, selon vous, Thorsten Fink? C'est toujours évidemment un plaisir de pouvoir interagir avec vous. Troisième actualité, messieurs. Et ça, par contre, ça va un peu plus faire grincer des dents du côté de ma gauche avec Quentin. Et je pense un peu Xavier aussi. Le retour de Marouane Fellaini à Charleroi. Ouais, consultant du staff technique. Ouais, c'est un nouveau rôle, ça après, ça va être quoi? Ça va être consultant des scouts, de l'entretien de la pelouse. Ah non, faut arrêter, c'est une magouille, on va pas se le cacher. Il y a avec les jeux d'agents, les frères, j'ai vu, c'est une publication des Storm de Charleroi qui mettait vraiment l'accent également là-dessus, avec le frère de Marouane qui avait des liens aussi avec Moji et tout, qui avait des trucs un peu chelous, et c'est clairement du business. C'est clairement du business qu'il est là, parce que il y a 1 ou 2 semaines, c'était pour le match des Diables Rouges, il se fait acclamer au Standard, il y a eu des affaires aussi avec le Standard dans le passé. Non, c'est du business. Est-ce que Marouane Fellaini pourrait profiter de peut-être son arrivée à Charleroi pour devenir un actionnaire du club? Je sais pas, mais ce qui m'a surtout surpris dans l'annonce officielle du club de Charleroi, c'est le mot temporaire. Juste le mot temporaire, pour moi ça veut tout dire. C'est que c'est vraiment un truc magouille, un jeu d'agent. Je sais pas, moi ça m'a fait bizarre. Je comprends pas la plus-value, en fait j'ai pas compris quelle est l'idée derrière. Il y a du business derrière, c'est pas possible. C'est bien surtout que la photo... Quel est l'intérêt du business? Je veux dire, d'un point de vue business, si tu veux vraiment parler business, c'est quoi? Qu'est-ce qui va t'apporter fondamentalement? Un ancien joueur, il t'apporte pas pour du business, il t'apporte pour de l'expérience, pour ce qu'il va te mettre évidemment comme ambiance peut-être dans un vestiaire, pour les conseils qu'il va donner. Il est pas, enfin, si ça réussit, pourquoi il serait là de manière temporaire? Moi, je pense que surtout, c'est qu'il vit à Dubaï et qu'il a pas envie de rester, qu'il a pas envie de rester toute la saison à Charleroi. S'il a envie de se barrer, il se barre. Tout à fait, parce qu'au final, je reviens encore à l'annonce officielle du club. On met juste une ancienne photo de lui en tant que Diable Rouge. On n'a pas de photo de lui qui a été tirée à l'instantané. C'est déjà ça, je trouve ça assez spécial de faire un communiqué d'une ancienne photo, pas un truc vrai qui a été tiré dans la semaine ou autre. C'est vraiment très bizarre comme annonce. Attention, comme tu disais, il vit à Dubaï. Et à Dubaï, dans les réglementations, tu dois être X temps présent dans le pays aussi pour avoir tout ce qui est impôts, fiscalité, tu connais. Donc, c'est aussi là peut-être aussi le temporaire. C'est que je peux pas être toute l'année en Belgique, moi. Donc, Après, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, on le rappelle, il est quand même actionnaire minoritaire des Francs-Borins. L'actionnaire minoritaire des Francs-Borins, dont le vrai patron sportif est David Lassaracina, lui-même un très proche des Bayat. Effectivement, on est bien sur le mélange des genres, quoi. C'est sympa. Mais ce qui est certain, c'est que forcément, ça peut faire de la peine du côté plutôt liégeois. Moi, c'est cette thématique-là que je voulais aborder. Ouais. Est-ce qu'on peut, quand on est supporter du Standard, Xavier, vivre ça comme une trahison? Je sais pas, je pense, comme l'a dit Thomas et Quentin, le problème, c'est que c'est un truc tellement business, temporaire, un poste qui n'existe pas vraiment ou autre, que honnêtement, non, enfin, je pense pas qu'on peut le vivre comme une trahison. Je pense que c'est juste un fait anodin. Mais il a juste une information, je rappelle qu'il est venu donner des coups d'envoi à Sclessin, qu'il a été applaudi il y a quelques semaines, vraiment comme une légende par les supporters qui ont quand même un certain degré d'affection. Le fait de le revoir du côté de Charleroi, ça t'a quand même la fout mal, quoi. Mais il a pas un passif du côté de Charleroi aussi. Ouais, il a été formé là-bas. Donc, au final, trahison, c'est plus trahison dans l'autre sens au départ. Parce que s'il était d'abord à Charleroi, il est parti au Standard. Mais il a marqué délicat. Son empreinte. Oui, son empreinte, c'est sûr. Quand on dit Fellaini, on dit Standard de Liège. Mais il a démarré quand même sa carrière de footballeur
même si c'était pas là où il a explosé, à Charleroi. Ouais, Quentin. Oh, c'est un truc qui va pas durer. C'est une petite goutte comme ça. Ça n'a pas Est-ce d'importance. qu'ils ont fait ça parce que, et on va y venir évidemment durant cette émission, il fallait faire retomber le soufflet après le départ de Rick 2000? Est-ce que c'est un coup médiatique? Oh, pour moi, ça va rien changer. Pour moi, ça va rien changer. Pour moi, je te dis, c'est vraiment un truc, dans 3 semaines, on n'en parle plus. Ah ouais, Mais à ce oui, point-là? même Ouais, dans... ouais, même pas. Et j'étais loin avec 3 semaines, hein. Ah ouais. Parce que j'ai jamais vraiment senti l'aspect vraiment sain pour le football, pour l'amour du foot. Moi, je suis Marwan Fellaini. Donc, j'ai jamais, tu sais, autant tu te dis, t'as des Kevin De Bruyne ou tu vois Non, des... c'est sûr. des C'est mecs pour ça, comme pour moi, il y a un truc derrière. Il y a un Ouais, c'est business, il y a une ouais. magouille. Clairement, il y a une magouille qui vont essayer de gérer de la meilleure manière pour lui et ses affaires. Donc, c'est ce que je dis. C'est un truc qui va vraiment être très éphémère. En tout cas, ce sera intéressant. Moi, en tout cas, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir une conversation avec Marwan Fellaini Ah, pour pour ça, comprendre, pourquoi parce que franchement, c'est nébuleux quand Je crois que c'est même. un truc qui ne sera Mais pas non. public. C'est une magouille cachée. Ouais, c'est une magouille cachée. Messieurs, prenez vos pancartes. On va démarrer le d'accord, pas d'accord, et on va enchaîner sur un match, à mon avis, qui va beaucoup vous faire rire. On parlait évidemment de Marwan Fellaini, ancien joueur du Standard de Liège. Bon, bah écoutez, je vais vous dire cette phrase très simple. Standard OHL, on l'avait vu venir. Après 2 victoires en championnat, le Standard inexistant retombe dans ses travers d'inconstance, offrant à ses fans le jeu pauvre d'une équipe en régression. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase? Xavier Ah oui. est d'accord. Ce sera un oui. Ce sera un oui. Ça sera un oui aussi. Ah ouais, on est sur une bien majorité totale, hein, adhésion complète. Standard, vraiment, c'est dur, hein. C'est une purge, hein. C'était une purge ce match. C'était lamentable. C'était au niveau d'une P4, avec tout le respect que j'ai pour la P4. Je te jure, c'est pas, tu te dis que cette équipe est 6e du championnat. What the fuck, quoi. Je te jure, Elle est là, hein. Elle est là, hein, cette on équipe. va montrer à la juste- caméra, elle est elle juste est là, 6e, hein. Incroyable. C'est lunaire, quoi. Ouais. Ça aligne pas 2 passes de suite, y a rien, y a pas d'âme, c'est choquant. Franchement, j'étais choqué, la vérité. Le gros fait de match, c'est la blessure de Karamoko. Ouais, du D'où côté du c'est Standard. les joueurs de l'OHL qui vont voir comment va les joueurs du Standard, leur coéquipier, il est là, il a eu un choc. Ça a Rien été à très foutre. très reproché par les supporters. Ah, mais Très reproché. mais sur c'est le- affolant, ça montre quoi? C'est qu'il y a pas d'esprit d'équipe. Cohésion, ouais. Il y a pas de cohésion, il y a pas d'esprit d'équipe, il y a rien. C'est Noé Ducène, l'ancien du Standard, et 2 autres joueurs de l'OHL qui vont voir comment va l'adversaire. Les joueurs, ils passent à côté, ils respectent l'arbitre, ils disent autre chose, mais ils en ont rien à... je suis choqué aussi. Ouais, émotionnellement, en tout cas, même Felice Matsu, hein, je l'avais pas senti spécialement heureux, plus soulagé. Il était très calme après la victoire, pas d'explosion. C'est un match quand même bizarre. Hein. C'était un match bizarre, Thomas. C'était un match bizarre, mais pour parler d'autre chose aussi, je veux quand même mettre en lumière le jeu offert par Louvain. C'était pas top, mais j'ai quand même apprécié quelques phases de jeu de cette équipe proposait du de foot. Mazou. Ouais, franchement, c'était intéressant. Il y avait de beaux mouvements. On voit quand même une équipe qui a du potentiel, et j'espère que les prochains matchs, on en verra encore plus de cette équipe, parce que je trouve qu'il y a vraiment un truc. Faut voir ce que ça peut donner par la suite, mais ça peut être la surprise de 2026, je pense. Xavier, une petite stat. Le Standard a toujours perdu quand il a encaissé en premier dans un match. Est-ce que le problème est mental? Je pense que le problème, il est... Je sais pas si c'est mental, mais je pense que c'est même plus tactiquement, la qualité des joueurs. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui va. Quand tu vois encore le but qu'ils encaissent, Omaou, dans son cerveau, enfin, t'es un joueur de D1-1 et il sort sur le joueur dans la zone d'autokit. Donc il ouvre grand l'axe. Enfin, un joueur de D1, tactiquement, comment tu fais cette erreur-là? T'as autokit qui est à côté de son joueur et tu sors et si tu défends en zone, tu vas dans sa zone et ouvrir l'axe. Enfin, excuse-moi, mais en Ouais. D1, comment tu fais une erreur assis? Donc, tactiquement, c'est mental parce que tu réfléchis pas, c'est tactique parce que je sais pas comment tu vas là-bas. Enfin, il y a rien qui va, quoi. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le Standard a 0,54 expected goals dans le match. Hein. Je sais que toi, t'es très féru de statistiques. C'est très faible à crée domicile. rien, hein. ça crée rien, ça crée pas d'occasion, c'est mort, y a vraiment rien. Pourtant, ils essayent de jouer avec 2 buteurs, ils ont changé d'attaquant et tout. C'est le niveau qui est affligeant et tu prends pas de plaisir. Et même pour tout spectateur, tu te dis pas, je vais me mettre devant un match du Standard, ça va être beau, il va y avoir des actions, je vais vibrer et tout. Non, rien, c'était fade, vraiment fade. Il y a des matchs où tu te dis, il y a quelque chose quand même du côté du Standard, ça peut créer quelque chose, ça peut peut-être évoluer vers un bon niveau, mais au final, après 2 matchs, tu retombes dans De travers. les travers, dans ce qu'on n'aime pas voir, dans la négativité, dans un manque de cohésion, manque de créativité. C'est dommage, parce que moi, je reste convaincu que cette équipe-là, ce noyau, a un certain potentiel.
Et même entre les supporters et les joueurs, on sent, on a vu pas mal avec les vidéos, je pense que ça commence vraiment un peu à partir en vrille. Et c'est bizarre, ce que j'ai jamais vu sur Standard. Toi, tu parles de l'accroche entre Thomas Henry qui a été relayé très très fort sur les réseaux. Il y a eu aussi avec Rafiki Saïd en T2 avec un autre supporter, avec des insultes et tout pendant le match. J'ai des amis qui sont en T2 qui m'ont dit pendant 5 minutes, ils regardaient plus le match parce que c'était un supporter qui lui aussi s'est fait prendre à part par d'autres supporters parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que la personne disait à Rafiki Saïd, et à juste titre. Donc alors que d'habitude, et on parle de la T1 et de la T2. Moi, c'est ça qui me choque, c'est que d'habitude c'est avec les ultras ou quoi que ça chauffe, et des ultras que je trouve très calmes. Et un standard comme ça, tu remontes à il y a 10 ans, ils vont attendre les joueurs à la sortie. Alors que là, les ultras, ils bougent pas, ils font rien. Et c'est la T1 et la T2 qui se rebellent avec les joueurs. Je trouve ça bizarre. Je pense qu'ils attendent le bon moment. Très certainement que ce sera quand le standard aura peut-être quitté les playoffs 1. Là, ici, maintenant, ils sont au 6e. Ils ont enchaîné 2 victoires d'affilée. Peut-être qu'il y a plus du fatalisme. Ils ont peut-être été anesthésiés aussi par les années passées. Je crois que les ultras du standard sont anesthésiés. En tout cas, ce que je comprends, même en discutant avec l'un ou l'autre, c'est qu'ils sont un peu lassés de la situation. C'est plus sont fatigués de voir ce qui se passe. Et je pense qu'on les a beaucoup essorés aussi d'un point de vue émotionnel. On a beaucoup des fois joué un peu de la propagande avec le retour du standard, avec les valeurs du standard, avec des gens qui étaient populaires, etc. pour calmer un petit peu la soupape. Et c'est comme ça chaque année, et chaque année on se retrouve dans le même problème. On utilise les mêmes ficelles pour calmer les supporters. Au final, ça fonctionne. Mais le club ne progresse pas. Ah non, le club ne progresse pas. Chaque année, comme tu dis, ils ont un certain espoir que ça redevienne comme avant, ou du moins quelque chose qui ressemble. Mais après, au fur et à mesure, ça redescend. Donc c'est vraiment ce que tu dis émotionnellement. Ils sont à bout. Moi, il y a quand même une question que je me pose, et je sais que notamment des consultants, notamment Olivier Doll l'a posé. Je trouvais ça très intéressant à la fin du match. Pourquoi il y a personne qui prend les choses en main pour instiguer, pour aller activer un sentiment de révolte? Pourquoi il n'y a pas un joueur qui à un moment donné se dit allez, collectivement on est mauvais, je vais prendre le ballon et je vais faire une différence tout seul et je vais essayer d'aider l'équipe. Au standard, à l'époque, quand ça n'allait pas, c'était ça la force de certains joueurs. Que ce soit sur phase arrêtée, on se rappelle des coups francs magnifiques de Paul-Joseph Mpoku, que ce soit avec les têtes de Laurent Simon à l'époque, de Néo Ducène aussi, quand ça n'allait pas, Néo Ducène était souvent là sur phase arrêtée. C'est grave parce que là maintenant, on a l'impression que quand ça va, quand ça va pas, puis on va faire passer le train et tout le monde s'en fout en fait. Là, tu parles de sentiment de révolte, et là, quand tu étais en train de parler, j'étais en train de faire le 11 du standard pour me dire qui pourrait éventuellement faire ça. Mais il n'y a aucun joueur qui a cette personnalité-là, aucun joueur qui a ce caractère-là justement pour reprendre les choses en main. Non, mais vraiment, quand tu vois... Rafiki Saïd, on aurait pu l'attendre dans ce registre-là. Un Adnan Abid également, ils ont été recrutés pour ça. En tout cas, l'objectif de la direction quand ils ont recruté ces joueurs-là, c'était d'avoir cette fonction-là. Rafiki Saïd l'a eu à quelques matchs ici, tu sentais que sa tête, elle était déjà à la canne. Ici, il jouait pour pas se blesser vendredi, ça se voyait clairement. Mais vraiment, parce qu'il revient d'une blessure et tout, il a une canne très importante, jouait pour son pays, tu sentais qu'il jouait clairement pour ça, il a pas été... Adnan Abid a montré un peu plus de choses, je dirais, sur ce match de vendredi. Beaucoup de déchets, il a encore beaucoup de déchets dans son jeu. Beaucoup de fautes aussi. Mais je trouve que c'était le seul qui essayait au moins un peu de se bouger les fesses, quoi. Très bien, messieurs. Reprenez vos pancartes parce qu'on va enchaîner avec le match du Sporting d'Anderlecht. Ça fait plaisir de voir le Sporting d'Anderlecht gagner contre Saint-Tron. Franchement, on s'y attendait pas vraiment. Anderlecht, Saint-Tron, Nathan Decat, Nathan Saliba, Torgan Hazard, avec ce milieu de terrain. Anderlecht est candidat au titre. Est-ce qu'on est d'accord? Pas d'accord. On est d'accord du côté de Xavier, on est d'accord du côté de Thomas, et on est d'accord du côté de Quentin. Ça y est, c'est bon. Maintenant, on a trouvé la formule. Est-ce que j'avais pas annoncé la semaine dernière qu'il allait remettre ce milieu-là, et c'est le milieu qui fonctionne vraiment bien pour Anderlecht. Tu bats Saint-Tron, tu bats l'Union, tu bats le club de Bruges. C'est le milieu. Asie a trouvé son milieu et ne doit plus bouger ce milieu de terrain-là qui est très complémentaire, qui est très bon. Je trouve un Torgan Hazard qui monte vraiment en puissance. On sait qu'il y a des rumeurs pour une potentielle prolongation ou autre. Et tu sens qu'il se sent bien dans cette équipe. Et on l'a vu, il a manqué clairement à Westerlo. On va pas revenir dessus, mais on n'avait pas compris ce choix de Saliba sur le banc. Et c'est vraiment un trio qui est très très bon. J'aime vraiment bien ce trio-là. Asie qui commence à
trouver peut-être, ça y est, son équipe maintenant, il En a soi, complètement les capacités de faire quelque chose sur cette saison en termes de titres peut-être. en soi, oui, c'est carrément, on peut saluer quand même ça aussi parce qu'on l'a quand même bien descendu ces derniers mois. Enfin, surtout moi, j'assume. Aujourd'hui, je peux dire qu'il fait quand même du bon boulot. On peut pas regarder à côté. Mais de toute manière, tu parles de la bonne formule, mais la bonne formule, il l'avait déjà, même avant le match face à Westerlo. Le problème qu'on a souligné la semaine dernière, c'était le milieu de terrain qui était quand même un choix assez incompréhensible, et du coup il est revenu sur son milieu de terrain qui a très très bien fonctionné, et le fait aussi d'avoir mis Zvetkovic sur le banc, c'était aussi un bon choix parce qu'il est rentré, mais il est vraiment très très bien rentré. Il a vraiment créé un truc émotionnel dans ce joueur. Il s'est dit punaise, je retrouve le banc, donc là je vais rentrer, je vais montrer que je peux faire quelque chose, et c'est ce qu'il a fait. Il aurait d'ailleurs dû marquer face à Saint-Tron, il a eu pas mal d'occasions, mais non, il y a quelque chose de bien qui est en train de s'installer, même si la défense, j'en ai déjà parlé 40 000 fois aussi, mais ça reste quand même assez fragile. Il y a eu le retour de Marco Canna, je pense, non? Il était de retour, non, c'était blessé encore. Il était blessé, mais ça c'est aussi quelque chose qui peut donner encore un espoir supplémentaire aux supporters d'Anderlecht. Est-ce que cette fenêtre de mercato peut être importante? On a entendu Olivier Renard dire on n'a pas d'argent, il faut qu'on vende, on va pas nécessairement faire des gros transferts. Et je pense, vu que ça marche bien pour le moment et qu'ils sont quand même 3e du classement, pas très loin de la première place, ils vont pas forcément investir. Mais un défenseur, ça serait intéressant, je pense. S'il doit vraiment faire quelque chose, il doit le faire là. Il y a ce besoin-là. Il y a ce besoin-là, surtout si tu veux viser le titre. Je pense qu'Anderlecht n'a jamais été aussi proche de retrouver ce titre de champion contre un club de Bruges qui a montré des difficultés, un Union qui montre encore de plus en plus de difficultés sous Hubert. Donc je pense que Anderlecht doit saisir cette opportunité. Et au mercato, même s'il le dit, j'ai entendu aussi la déclaration de Renard, ouais, on va pas faire beaucoup de choix mercato, essaye de vendre Verskaren, essaye de vendre de Stroikens, essaye de vendre des joueurs qui ont une valeur marchande, et renforce-toi dans cette défense-là, parce que c'est maintenant que tu dois le faire, parce que c'est maintenant que tu peux retrouver l'élite. Stroikens qui vient de prolonger, hein, il a prolongé maintenant de 2 saisons supplémentaires, donc je sais pas si c'est nécessaire. C'est pour les années de contrat, c'est pour les années de contrat, pour l'indemnité. Qui sera à la CAN aussi, donc peut-être qu'il pourra se montrer différemment dans une autre équipe, dans un autre contexte. Il y a une blessure, non? Il est pas sorti avec une douleur ici ce week-end? Pas que je sache, non, j'ai pas vu de... J'avais lu Stroikens, c'est Camara qui avait été... Camara, oui, mais pas Stroikens. Stroikens, il est sorti juste parce qu'il fallait qu'il sorte, et que Zvetkovic est rentré à la place, mais c'était pas forcément par blessure. Xavier, bon... Cette fois-ci, c'était un peu moins bien du côté de Saint-Tron. On devait s'y attendre. On l'avait dit la semaine dernière. Ils ont fait un bon match. On se rappelle, bon, comme d'habitude, Keisuke Goto, on ne sait pas ce qu'il fait pas Anderlecht, mais bon, voilà, c'est un choix de la direction. Il a prouvé, encore une fois, qu'il avait le niveau pour jouer au Sporting d'Anderlecht dans ce match. Mais on voit quand même qu'il y a un Saint-Tron à domicile et un Saint-Tron à l'extérieur. C'est quand même une différence. Moi, je trouve qu'ils ont quand même fait... Comme tu l'as dit, une bonne première mi-temps, deuxième mi-temps c'était un peu plus compliqué, mais après en face c'est Anderlecht, c'était deuxième contre troisième avant le match, ils sont 3 et 4, mais ça reste une affiche du top, donc, et la balance, ils ont quand même mené au score, puis Anderlecht a inversé la tendance en 5 minutes, parce que Saint-Tron était un peu trop laxiste pendant 5 minutes. Mais je pense que pour le même prix, Saint-Tron pouvait repartir aussi avec un match nul où les 3 points, le match aurait pu basculer de 2 sens. Donc c'est juste qu'ici, ça a penché du côté d'Anderlecht qui a fait un excellent match également. Mais je trouve pas que Saint-Tron a fait un mauvais match. C'est juste, je pense que la balance a penché d'un côté cette fois-ci, mais pour le même prix, le ballon aurait pu tomber de l'autre côté pour moi. Allez, on enchaîne avec vos pancartes, messieurs. Cette fois-ci, on va s'intéresser à un match, quand même, important, le KA face au Royal Antwerp Football Club. Malgré la défaite contre l'Antwerp pour sa première, je crois, en RIC 2000, l'ex-entraîneur de Charleroi peut ramener le KA en play-off 1. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase? Est-ce qu'on croit, tout simplement, aux capacités de RIC 2000? Oui. Oui. Oui, c'est unanime, je suis assez étonné. Je m'attendais pas à ça, c'est bien. Donc du coup, vous voyez cette équipe progresser malgré la défaite La défaite face à l'Antwerp, l'équipe, le 11 aligné, c'était le 11 aligné sous l'écho. Il a pas fait de changement, il vient d'arriver, il a pas eu trop de temps de voir toute son équipe, etc. Mais ce qui a réussi du côté de Charleroi avec 2000, c'était quand même sa défense à 4. Il a joué comme ça. Moi, je pense qu'il va, je suis pas certain, j'affirme rien de ce que je dis, mais je pense qu'il va repasser à 4 aussi du côté de la Gantoise, et je pense que ça serait mieux vu le type de joueurs qu'ils ont. Je pense que sous l'écho, Van Zer ne jouait pas. Je pense qu'il va le réintégrer au groupe aussi. Ça peut potentiellement être un titulaire aussi. À voir. Il a vraiment un très bon noyau.
On va voir ce qu'il va faire les prochaines semaines. Mais je crois en lui, il a de très belles qualités. Là, ici, face à Antwerp, c'était encore trop frais pour dire si c'était pas bon ou autre. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Quentin, là où Rick 2000 était fort, c'est sa capacité à créer l'adhésion autour de son groupe. C'est peut-être ça dont a manqué en fait la Gantoise en début de saison avec un Ivan Leko dont on sait qu'il aime bien prendre un peu de distance. Oui, exactement. Et ils sont créés beaucoup d'occasions contre l'Antwerp. Par contre, il y avait ce manque de réalisme affligeant. Ils ont créé vraiment beaucoup. Si tu regardes le match, c'est vraiment la Gantoise qui aurait dû marquer plus d'un but. Une erreur de Van der Heyden, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça à ce niveau-là. Ouais. À ce niveau-là, tu peux pas offrir le 0-1 à Kerk comme ça, de cette manière-là. C'est vraiment pas bon. Mais ils ont des joueurs de qualité. Ils ont créé pas mal d'occasions. Ils ont été dominateurs sur le nombre d'occasions. Donc, il va falloir passer ce petit step. Après, c'est très tôt, hein. Il vient à peine d'arriver. Il y a des joueurs de qualité. Donc, ta phrase, est-ce qu'il peut le faire? On l'a vu. C'est quoi? C'est le Standard, Malines qui sont 6e et 5e. Il peut aller le chercher. Maintenant, il va falloir le faire. Il y a un gros match dimanche. Très, très gros match. Il y a le derby des Flandres, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ouais. 21 décembre, la rencontre va être absolument chaude, bouillante, ça va être incroyable. Est-ce que vraiment Ivan Leko peut être tout simplement vengé par Rick 2000? Est-ce que Rick 2000 peut faire la différence et créer justement l'exploit face à Bruges quand on connaît un peu l'excitation qu'il y a autour de cette rencontre? Tu sais, dans le foot, on sait jamais. La retourne, il y a un mot qui s'appelle le karma qui peut taper fort et on sait jamais. C'est déjà arrivé qu'on s'y attend pas et que gare comme l'Antwerp gagne à Bruges il y a quelques semaines, on s'y attendait absolument pas. Tout peut arriver dans cette rencontre. D'un côté, on a Rick 2000 qui a aussi un passif du côté du club de Bruges, Leko qui a un passif très récent du côté de la Gantoise. Il y a Skoras qui joue à la Gantoise aussi, qui était récemment aussi à Bruges. Suspendu, il sera suspendu. Faut voir s'il sera déjà applicable ici ce week-end ou pas. Mais ouais, il y a beaucoup de choses dans cette rencontre. Ça va être chaud, bouillant. Moi, je dirais plus un truc que t'as pas souligné, c'est Rick 2000 connaît la recette pour embêter ce club de Bruges. Parce qu'ici, il y a pas longtemps, Charleroi a vraiment embêté un club de Bruges à domicile. C'était vraiment en fin de match avec 2 sauvetages sur la ligne. On se souvient, Dika, c'était vraiment très très chaud dans la surface de réparation brugeoise. Donc Rick 2000, je pense, sait comment embêter cette équipe. Maintenant, c'est une équipe dirigée soyenne, donc l'équipe de club de Bruges qui va peut-être jouer différemment sous les corps. Mais donc, ça va être un match intéressant. Et en Belgique, tout est possible. Il y a toujours des surprises chaque week-end dans le championnat belge. Donc ouais, ça reste possible. Sur quoi faut appuyer, attends, juste t'interrompre. Après, tu dis que Rick 2000 connaît la formule pour embêter le club de Bruges, mais je pense que Leko connaît aussi bien entendu. la recette pour embêter c'est ça que ça va être un match qui peut partir dans tous les sens. Ouais, tactiquement, ça va être intéressant à voir, je pense. Sur quoi faut appuyer du côté de la Gantoise pour faire mal à Bruges? On l'a vu, Dender face au club de Bruges, la première mi-temps, c'était quand même assez surprenant. C'était aussi un entraîneur qui a un passif du côté du club de Bruges, donc il connaissait aussi les défauts de cette équipe, donc il a sûrement appuyé là-dessus aussi. Et c'est vraiment en contre, hein, on l'a vu du côté de Dender, il jouait sur le contre, les longs ballons, ça marchait plutôt bien, donc je miserais plutôt là-dessus aussi. Donc on doit s'attendre à un début Buffalo défensif. Ouais, ça ils vont installer une structure défensive et jouer en contre avec potentiellement des longs ballons. Allez, un petit prono, j'ai envie de me chauffer là. La Gantoise, club de Bruges. 3-1 quand même. 3-1. Ouais, j'hésite 1-1. Pour Bruges? Pour Bruges, ouais, à domicile. 1-1. 1-1 aussi. Allez, c'est sympa. Moi, je vais mettre un peu comme Quentin. Je pense que quand Bruges décide d'accélérer dans cette circonstance-là, on sait qu'Ivan Leko aussi, il va les monter comme des coucous. Pour moi, le club de Bruges va faire la différence dans la rencontre. Place maintenant, tout simplement, au bilan, messieurs, les joueurs de l'année calendaire de cette année 2025, avec un happening XXL. Je te replie juste le titre, Thomas, ne m'en veux pas. Il est à toi. Mais voilà. Il est pour toi. C'est mon cadeau de Noël. Merci beaucoup. Merci, quelle générosité, encore une fois. Il est extraordinaire, ce Thomas. On a décidé de nommer nos gardiens, milieu de terrain, défenseurs, attaquant forcément et entraîneur de l'année. Je vais commencer de mon côté, puis après on va tout simplement tourner et un par un on va donner notre avis. À titre personnel, comme gardien, j'ai mis Colin Kozemans. Pourquoi? Parce que je trouve que ça a été le gardien le plus, je dirais le plus régulier et il mérite vraiment cette position de gardien de l'année parce qu'il a très très fort souffert la saison dernière en 2025 avec le Sporting et c'est souvent lui qui ramenait un petit peu l'équipe en dehors de l'eau quand elle coulait.
Il a fait quelques bévues effectivement ces dernières semaines, notamment à Westerlo où il a été décrié. Mais c'est un gardien très 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 intéressant. Ouais. Tu m'as pas rejoint là-dessus. Non, je t'ai pas Quentin. rejoint, mais je suis d'accord avec toi. Mais là, on va se baser sur la première partie de 2025. Moi, du coup, j'ai envie, à contraire, de me baser sur la deuxième partie. Et j'ai quand même envie de mettre Peano, le gardien de la Louvière, parce que c'est une équipe qui est promue, qui doit subir pas mal d'occasions. Et franchement, malgré sa petite taille, il a fait de très bons arrêts. Xavier l'a dit comme moi. Colin Kozemans. Ouais, parce que je pense que l'année passée, il a sauvé beaucoup de fois Anderlecht. Et je pense que cette année, c'est encore un des gardiens qui a le plus de clean sheet ou pas loin. Et ben voilà, malheureusement, si tu arrives à garder ta cage à violet, c'est que tu fais quand même pas mal d'arrêts, quoi. C'est clair. Thomas, ton gardien de l'année. Bah, vu qu'on parle de l'année, justement, je trouve ça quand même plus logique de prendre un gardien qui a joué toute la saison. Donc, pour moi, il y a que deux candidats, c'est Epolo et Kozemans. Et du coup, bah, je vais prendre Kozemans aussi. Ah, il m'a fait peur, je me suis dit aller prendre Epolo. Non. Quoi qu'Epolo, il se bat bien. Ouais, il se c'est bat juste bien, qu'il est mais dans une c'est- ouais. saison galère. Ouais, une saison galère et avec un standard qui tourne pas toujours très rond, on va dire, c'est compliqué. Mais Kozemans, pour tout ce que vous avez dit, je vous rejoins. Alors, pour les défenseurs de l'année en JPL, on a une adhésion entre nous trois, on va entendre le tien, mais c'est évidemment Kevin McAllister. Quelle progression. Il est vraiment en train de marcher sur l'eau. La saison dernière, il avait déjà été incroyable. Et là, sur cette deuxième partie, depuis sa sélection avec l'Albi Céleste, on le sent vraiment partir. Ça semble un choix logique. On peut pas mettre quelqu'un d'autre, je trouve, comme défenseur qui restera pas à l'Union encore longtemps. Il va passer un cap et vraiment, même là maintenant, il devient buteur, passeur. Il enchaîne les actions décisives très très fort. Xavier? Ouais, pareil, c'est pas forcément le type de défenseur que j'aime bien, mais c'est vrai que, je trouve que sur 2025, il a énormément progressé. C'est pas pour rien qu'il a été appelé en équipe nationale. Et il n'y a pas d'autres défenseurs que je trouve qui méritent plus, on va dire, ce titre de défenseur de l'année que lui en JPL. Thomas, tu nous suis ou pas? Bah, contrairement à ce que Xavier dit, moi, c'est le type de défenseur que j'adore voir, justement, très hargneux, il va dans les tacles, même sa taille, il est quand même assez petit pour un défenseur. Mais même son dentier, là, tu vois, il a mais pas... j'aime bien, c'est un boxeur, c'est un battant, il y va tout le temps, c'est un joueur, il est présent sur le terrain, tu peux pas regarder à côté, donc ouais, pour moi, c'est sans aucun doute Kevin McAllister. Ah bah tu nous rejoins, ça fait plaisir. Je me dis, c'est comme c'est notre antagoniste préféré, je me dis, va trouver un autre nom exprès. Cette fois-ci, tu nous rejoins. Alors, par contre, pour les milieux de terrain, c'est assez divers. Moi, j'ai choisi Hans Van Aken comme milieu de terrain de l'année. On a du Ito, le milieu de terrain de Saint-Tron pour Xavier. Et pour toi aussi, Quentin. Exactement. Expliquez-moi un peu vos choix, Xavier d'abord. Bah, moi, je trouve que sur 2025, toute l'année, il n'y avait pas forcément de milieu de terrain genre qui me saute aux yeux. Genre, lui, il a fait une super année complète 2025, donc j'ai privilégié la deuxième partie de saison ici. Et c'est vrai qu'Ito, première partie de saison ici avec Saint-Tron, il est omniprésent. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est vraiment le meilleur milieu offensif de notre championnat, donc c'était logique de le mettre en avant. Thomas, ton milieu de terrain de l'année. J'ai également pris Ito, mais je suis pas forcément très d'accord avec toi. Pour moi, il a fait une année complète à niveau. Vraiment, déjà la saison dernière, il était très très bon. Mais là, il confirme vraiment son année, la saison précédente, pardon. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment le meilleur joueur hyper créatif, avec un potentiel, mais j'arriverai pas à le voir dans un autre club. C'est difficile à dire. C'est bizarre parce que c'est vraiment un joueur qui performe très très bien. Mais je le vois pas aller dans un top club en Belgique en tout cas. Moi, je le verrais bien en Bundesliga. Plutôt, ouais, c'est plus ça que je penserais aussi. Un petit peu à la Fujita, tu vois, qui était arrivé du côté de Saint-Pauli, qui avait fait beaucoup de bonnes choses. Là où il y a beaucoup d'espace, il y a une possibilité aussi de se projeter. C'est en tout cas un milieu de terrain qui a beaucoup de potentiel. Moi, j'ai mis Hans Van Aken parce que je pense que la saison d'Hans Van Aken, d'une manière générale, parle pour lui. Tu peux le mettre chaque année, en fait. Et il a fait des saisons incroyables. Il a été joueur de l'année, etc. Enfin, voilà, c'est quand même assez évident. Dans les attaquants, bon, Promise David parce qu'il a fait une saison incroyable. Deuxième partie de saison un peu plus compliquée pour Promise David, mais je n'ai pas trouvé d'attaquant qui vraiment avait été aussi bon dans la première partie de cette saison que dans la deuxième partie de saison adverse. Après, voilà, encore une fois, tout dépend de la définition qu'on a d'attaquant parce que vous avez choisi tous les deux Christos Solis. Exactement. Bon, Christos Solis, c'est un ailier. Donc voilà, c'est une question de comment est-ce qu'on conçoit les attaquants, etc. Moi, j'avais une autre vision de ce qu'est un attaquant. C'est plus buteur, alors, toi. Ouais, plus pur buteur. Mais lui, ailier, attaquant gauche. Donc, ouais, il est incroyable. Je trouve qu'il a pas mal de déchets ces dernières semaines. Donc, il rate pas mal dans son dernier geste, mais encore présent ici avec 3 actions décisives ce week-end. Et tu sens qu'il a vraiment un truc en plus et qu'il va passer un step aussi prochainement. Donc, t'as pris qui?
Christos Solis. Ok. Toi aussi, t'as pris la même chose, J'ai Christos pris Solis? également de Solis pour la même raison que Quentin. J'ai pas grand chose à ajouter. Mais je te rejoins aussi. C'est vraiment avoir la définition de l'attaquant. Je pense aussi à un certain Bertaccini. Ouais. Même si, enfin, il a connu une blessure, donc c'était un peu plus compliqué. Mhm. Mais il a fait une première partie de saison. Bah, c'est la première très partie de bonne. saison de cette saison qui Ouais. le tue, sinon il aurait Ouais, été c'est dedans. ça. hein. Je pense qu'il aurait été dedans, mais il fait partie du top 3. Ça, c'est indéniable. Notre Football Time Player of the Season 2024-2025. Avec le big accent English. T'as pris qui? Moi, j'ai pris Solis aussi. Ah bah Simplement oui. pareil. Enfin, toi, il fait une bonne fin de saison, une bonne première partie. Ici, il est au gros creux. On l'a beaucoup, même moi, je l'ai critiqué la semaine dernière, qu'il ratait beaucoup, comme Quentin l'a dit. Mais quand tu regardes, ce week-end, il répond présent. Pour le moment, c'est le meilleur buteur du championnat belge. Et à une passe décisive près, ça serait le meilleur passeur également. Donc, c'est dur de pas le mentionner au moins quelque part Ouais. dans notre trophée. on va dire Genre, ça ce comme ça, serait pour le l'année. joueur all-time, quoi. Si on enlève toutes les catégories, ce serait lui vraiment le meilleur joueur du Oui, championnat. Et encore, Ouais, parce que je ce pense. week-end, il a raté des occasions Ouais. monstrueuses. Hein. Les plus faciles, en Ouais, fait. les plus faciles. Ouais. Ce week-end, il a raté des occasions. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'il rate ça. Donc imagine s'il a réussi encore à concrétiser ça, c'est affolant. Heureusement qu'il a eu 100. Ça, c'est un autre. On vous laisse dans vos private jokes, les copains, y a pas de souci. L'entraîneur de l'année maintenant. À titre personnel, j'ai choisi Nicky Hayden parce que je trouve qu'il avait fait des très très bons matchs en Ligue des Champions dans ce début de saison-ci. La saison dernière, il avait aussi été excellent. Et on pouvait pas choisir Sébastien Pocognoli au vu de son départ du côté de l'AS Monaco. Ça aurait été compliqué pour moi de venir dire ouais, Sébastien Pocognoli, il est parti en octobre et derrière on le met quand même entraîneur de l'année. Surtout dans la façon dont il est parti, il y a quand même une part d'éthique dans les choix qu'on fait. Donc Nicky Hayden, entraîneur de l'année. Xavier, t'es venu faire le hipster là sur son choix. Non, moi, j'ai pris Fred Van Der Beest. Simplement car je pense que, ici, il fait du bon travail avec Malines. Et quand tu vois, je pense que toutes les équipes qui sont devant lui ont un meilleur effectif. Et vu son effectif, être quand même à l'heure actuelle 5e du classement et développer un jeu intéressant du côté de Malines, je trouve qu'il mérite d'être un peu mis à l'honneur tout de même. Ah, mis à l'honneur, effectivement, parce qu'il a été souvent l'entraîneur adjoint des entraîneurs principaux. Aujourd'hui, il assume ce rôle véritablement d'entraîneur principal. Il a toujours eu, de toute façon, un très bon lien avec Franck Lagaste, qui est le CIO, directeur général du KV Mechelen. Là, il lui a donné enfin sa chance quelque part. Et puis, on rappelle que Fred Van Der Beest avait fait les beaux jours du KV Ostende à l'époque. Hein. Donc, c'est un entraîneur qui s'est entraîné en D1. Hein. C'est pas une surprise au sens où c'est quelqu'un qui n'avait jamais entraîné dans le championnat. C'est un très bon choix. Ça me fait plaisir que tu le nommes, en tout cas, mon ami Xavier. Quentin. Moi, c'est Vranken de Saint-Tron. Parce que voir Saint-Tron comme ça, venir titiller les gros dans ses playoffs 1, et même ce qu'il avait aussi fait la fin de saison dernière, c'était franchement intéressant et à souligner. Ça fait plaisir, je trouve, de voir une équipe comme Saint-Tron venir dans ce top 4 et franchement produire du beau jeu. Ce serait quand même super d'avoir Saint-Tron comme arbitre des playoffs. Ce serait Bah, incroyable. ce sera, ils seront de toute manière. On en Ouais. a déjà parlé, mais oui, ça me semble évident. Il y a plus de doute. Non, pour moi, il n'y a plus de doute. Ok, c'est Ouais. intéressant. Ça veut dire que c'est peut-être un club qui va venir jouer vraiment pense. les poils à gratter dans ces playoffs 1. C'est-à-dire que celui qui veut gagner le championnat de Belgique devra gagner à Saint-Tron. Elle va gagner sur le syndicat Saint-Tron et c'est là, comme tu dis, ça va être un très bon arbitre. Et donc, ce sera très intéressant de suivre évidemment Saint-Tron durant ces playoffs. J'aurai un œil particulier. En plus, c'est pas très loin de chez moi, donc j'aurai peut-être la chance d'aller voir le stade. Enfin, les matchs au stade. Thomas, ton entraîneur de l'année? Moi, j'ai choisi Ivan Leko parce que, non, je rigole. Je m'y attendais pas, celle-là. Il est fort en happening, hein. Ça s'appelle Ouais. l'happening XXL, ça s'appelle pas l'happening XXL pour rien. Non, Nicky Hayden, sans aucun doute, il a vraiment fait du très bon travail du côté du club de Bruges, donc pour moi, c'est lui. Ah, merci en tout cas, messieurs. Évidemment, dites-le nous, quel est votre défenseur, milieu de terrain, attaquant, gardien et entraîneur de l'année dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous écouter, plutôt de vous lire et de savoir un petit peu votre avis sur ce sujet. On va passer maintenant, toujours dans cet épisode bilan, à l'instant diable. Simplement, le diable de l'année, les amis. Le diable rouge de l'année. Le joueur de l'équipe nationale de Belgique qui vous a le plus marqué durant cette année calendaire. Je pars du principe, je le dis, Jérémy Doku. Ouais, merci, il y en a que un. Et Ouais. c'est Jérémy Ouais. Doku, c'est incroyable. Il a réussi à avoir les stats, ce qu'on lui reprochait avant, c'était on a le stat pour voir ses gris-gris, maintenant on a ses gris-gris plus des stats. Il a réussi à être décisif dans des matchs très importants, comme en Ligue des Champions, comme contre Liverpool. Franchement, je pense qu'il a réussi à s'affirmer comme un titulaire indiscutable à Manchester City. Donc clairement, Jérémy Doku, il y a que lui qui peut être notre diable de l'année et de loin, et il a que 23 ans. Donc on est parti encore pour vivre de belles années avec lui. On peut être tellement fier qu'il soit belge, on peut être tellement fier qu'il arrive à être décisif, et j'ai trop hâte de le voir à la Coupe du Monde. Jérémy Doku. Pour toi aussi, Thomas, ou pas?
Oui, bien évidemment, parce que c'est le meilleur ailier du monde, hein, tu confirmes? Oui. Son match face au Real Madrid Ouais, était exceptionnel. voilà. hein, C'est voilà. ça. Mais, là, je pense qu'il a vraiment voilà, mis les voilà. choses, vraiment, il a mis les gens d'accord. Ouais, mais mention spéciale quand même pour Alexis Salemakers, parce que je trouve qu'il fait une très bonne saison, même si j'aime pas forcément sa personnalité. Petite info, il vient de prolonger. Oui, voilà, donc même si j'aime pas forcément T'as ça. pas le breakdance? Ouais, tu vois, ce genre de choses-là, ça me... C'est simulation. Ça Ouais, fatigue. j'aime pas, et même aussi son caractère, même quand, à l'époque du côté d'Anderlecht, etc., je suis pas fan, mais il faut être objectif, et son niveau de jeu est quand même assez remarquable cette saison. Mais il fait plutôt une première partie de saison Oui, qui est excellente. ouais, ouais. La deuxième partie Ouais. à la Roma, était Ouais, pas mais terrible. c'est une mention spéciale, c'est pas lui que je mets Mhm. en avant. C'est en Doku tant que meilleur, toujours. mais c'est Doku, oui, d'office. Donc 1 Jérémy Doku, 2 Jérémy Doku, 3 Jérémy Doku. Voilà. Sur la table de 4, C'est Doku aussi. on a Doku aussi. Puissance 4. On fait all-in. Magnifique. Bah oui, Jérémy Doku, incroyable. Jusqu'où peut-il aller, Xavier? C'est compliqué parce que là, il est déjà, on va dire, aller plus haut que Manchester City. Ballon d'or? Non, oui. je pense pas. Tu One n'y day. crois pas? Pas de Je ballon pense- d'or je pense pour Jérémy dans le- Doku dans les 2-3 prochaines années sous Pep Guardiola dans un Manchester City qui pourrait gagner une Ligue des Champions? Dans le top 5 possible, mais je le vois pas Ballon d'or. Qui est plus fort à l'heure actuelle dans ce secteur-là que Jérémy Doku? Goto, Ito, ça doit être un truc. Non, Ah, non, mais je pense que le Ballon d'or, il y a beaucoup de politique aussi, et c'est souvent lié aussi aux compétitions internationales. Et je pense que, par exemple, je le souhaite, hein, mais je pense pas que la Belgique gagnera une Coupe du Monde ou un Euro dans les 2-3 prochaines années. Ah, mais y a pas que ça, Ça tu va. peux avoir une année de non Coupe du Monde. Oui, mais ça fait beaucoup que cette année c'est Coupe du Monde, et puis dans 2 ans l'Euro, donc ça fait déjà 2 années où potentiellement ce sera pas un Belge qui sera Ballon d'or. Ouais, Et on c'est a dit dans les compliqué, ouais. 2-3 prochaines années, ça il m'a posé la question. Mais Il a pas dit saison dans d'après, 10 ans, tu vois. la saison entre les deux. Non, parce que t'as Tu l'Euro vois. 2028 en Angleterre, il joue en Ouais, Angleterre, ouais. tu vois, il pourra faire une bonne saison en 2028 aussi à Manchester. Enfin, tu vois, c'est en Moi, j'y Irlande crois, et ouais, tu Moi crois aussi, j'y Ouais, crois. moi j'y crois de ouf. J'y crois de ouf parce qu'il est vraiment ce joueur qui est incroyable, il arrive vraiment à monter en puissance. Comme tu dis, Pep Guardiola l'a transformé. Il a les actions décisives, c'est ce qu'il faut pour un Ballon d'or. Manchester City est l'équipe qui peut gagner la Premier League, qui peut gagner la Ligue des Champions. Donc même si c'est une année pas avec les équipes nationales, je pense qu'il peut clairement le faire et tout. Ça va être incroyable. Son problème, c'est qu'il y a Haaland qui va être que si du coup City gagne la Ligue des Champions, gagne la Premier League et qu'Haaland met tous les records en termes de buts marqués, ça peut être le problème pour Jérémy Doku. Mais encore une fois, je pense que notre perspective elle est un petit peu biaisée par le début de saison de Jérémy Doku, parce que quand on doit prendre la moyenne calendaire, encore une fois, des performances, j'ai beaucoup suivi, notamment l'année du titre du Napoli. J'ai commenté le match du titre face à Cagliari. Bon, Romelu Lukaku, c'est quand même un sacré Belge de l'année aussi. Hein. Ouais, mais il a été blessé pendant, Voilà. il est blessé depuis un bon moment. C'est ça qui Donc, nous fait la différence. on peut pas le mettre en top 1, c'est pas possible. Faut être Non, objectif. c'est clair. C'est Même clair. si c'est un excellent joueur et que c'est toujours mon numéro 1 jusqu'au bout, jusqu'à ma mort. Mais il faut être objectif. Charles de Ketelaere a été excellent en Ligue des Champions face à Chelsea. Oui. Je le dis ça, je dis Ouais. rien, mais ça peut être une solution tout doucement de le voir dans un 4-2-3-1, dans une position de faux 9, dans une position de 9,5 en réalité. Il a été très bon. Ouais, hein. mais Tu pas en dis faux non, neuf. mais il a Pas en été faux excellent neuf. contre Faux neuf. Chelsea. Hein. Pas en faux neuf. Ici, on l'a encore vu avec l'équipe nationale belge, il y a un manque cruel de Non, mais il finition. jouait derrière Skamaka. Oui, alors là, en 10 alors. Dans un 9,5. Ouais. C'est un rôle. Parce Le que vrai pour moi, 10 aujourd'hui n'existe Ouais, plus. parce que pour moi, le faux 9, c'est vraiment dans un 4-3-3 où il n'y a pas d'attaquant devant lui. Et là, De Ketelaere, c'est vraiment pas fait pour lui. Mais alors, dans ce cas-là, en 10 derrière un Lukaku, mais là, oui, clairement, t'as un Doku à gauche, un De Ketelaere en 10 et un Lukaku en pur 9. Alors là, oui, ça pourrait être intéressant. Avec Mais il un manque de milieu de régularité terrain, aussi, je trouve. Ouais, c'est ça, en ce moment, il manque vraiment beaucoup de régularité. Ouais. Après, c'est aussi l'Atalanta qui n'est Oui, plus au qui est même Oui, pas ça aide niveau, pas, ça aide pas, je suis d'accord. faut savoir que l'Atalanta digère quand même depuis 6 mois, enfin quelques mois maintenant, le départ de Gianpiero Gasperini, qui est juste en train de se battre pour le Scudetto avec la Roma. Donc, quand on perd un entraîneur pareil aussi, en termes de repères, pour se refaire à une nouvelle philosophie et tout, c'est compliqué. Moi, Charles de Ketelaere, en tout cas, je trouve qu'il a fait une très très bonne saison. Donc, je dirais effectivement comme toi, 1, Jérémy Doku, 2, Alexis Salemakers, 3, Charles de Ketelaere, en compagnie de Romelu Lukaku, mais encore une fois, compliqué par rapport à la première partie inexistante de Romelu Lukaku de le nommer joueur de l'année. Et vous, votre joueur de l'année, n'hésitez pas, tag dans les commentaires votre top 3, vous l'avez entendu le mien, à vous maintenant de nous le dire, quel sera votre top 3 à vous. Très rapidement, le Football Time Award, on va donner nos joueurs de la semaine pour pouvoir tout simplement encore augmenter le niveau de ce magnifique classement général que tu donneras dans quelques instants, mon cher Thomas. À titre personnel, Nilson Angulo, match exceptionnel, joueur important,
faire des différences. Il commence à être de plus en plus régulier dans ce registre-là. Joueur que voilà, j'affectionne particulièrement. Et à mon avis, ce sera très intéressant de le voir à la Coupe du Monde avec l'Équateur. Il va vraiment nous régaler. Nilson Angulo, donc mon joueur de la semaine. Xavier. Moi, c'est un joueur dont on a parlé un peu avant, c'est Tsolis, tout simplement 2 buts, 1 assist ce week-end. On peut pas passer à côté. Quentin, vous êtes battu avec Thomas pour avoir votre joueur de la semaine. Ah, il y a une bagarre, hein. Les gens ne le savent pas, une bagarre, on va dire. Arrivé, premier servi, non, c'est comme ça que ça fonctionne, non? Les plus disciplinés ont souvent droit à leur petite régalade. C'est toi qui étais le plus discipliné sur ce coup. Exactement, et on va récompenser la patte gauche de Mathis Hervé. Hein. Les 2 passes décisives sont vraiment très belles et très importantes. Et on en a déjà parlé précédemment dans l'émission, surtout Thomas. C'est un joueur qui monte en puissance et qui fait du bien à Malines. Donc rien à dire de plus. Ça te ferait plaisir de l'avoir dans l'émission là pour les prochaines fois? Exactement, il peut venir et il le mérite. Ah je vais appeler Mathis, je vais lui proposer, il regarde l'émission, il est très attentif, il a souvent des discussions sur vos débats à vous. Bravo à lui pour sa performance. Je le connais bien aussi moi, donc ce serait sympa de le revoir. Ah super, magnifique. Ton joueur de la semaine, Thomas? Alexander Stankovic. Il a été assez mauvais en première mi-temps, mais son repositionnement en deuxième mi-temps, donc tactiquement, l'Éco a quand même fait quelque chose d'intéressant. Il l'a placé un peu plus haut, ça a changé toute la donne dans cette rencontre. Il a fait de très beaux assists. Joueur qui a vraiment fait une excellente deuxième mi-temps. Juste pour sa deuxième mi-temps, je le nomine numéro 1. Alors, Angulo, Servet, Stankovic ou Tsolis, ce sera évidemment à vous de nous donner votre joueur de la semaine. On se donne rendez-vous comme d'habitude sur X et sur Instagram pour voir vos choix. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous donner un petit peu aussi un peu des arguments. Hein. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi est-ce que vous choisissez ces joueurs-là. Le choix, c'est bien, et la profondeur pour rentrer dans les débats, je ne le dirai jamais assez, c'est toujours mieux. Le classement général avec Thomas. Rafiki Saïd toujours numéro 1. Mais vu qu'il part à la CAN, donc il y aura 2 matchs où il ne pourra pas marquer de points, donc c'est le moment pour les autres de le rattraper. Messieurs, je voulais vous remercier pour cette très très belle année. C'est comme d'habitude un grand plaisir de faire cette émission en votre compagnie. On va se retrouver évidemment dans un petit mois maintenant pour la première émission de 2026. Ce sera un très très bon moment comme d'habitude. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner, et on revient avec plein de surprises, avec plein de contenus, avec plein d'invités aussi. Et avec encore une fois une Coupe du Monde qui s'annonce absolument trépidante. On attend que ça, hein, quelque part. C'est un peu latent dans cette saison. Le momentum arrive, et plus les semaines sont en train de passer, plus on attend cette fameuse Coupe du Monde. Je vous souhaite à tous un très très joyeux Noël, messieurs. Je vous souhaite une très très belle année 2026 d'ores et déjà. À vous aussi. Bonne année 2026, joyeux Noël. Prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'était le Football Time, l'émission de football qui parle de football sérieusement, sans se prendre au sérieux. Ciao, ciao. On se retrouve après les fêtes.